qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Je voudrais à présent donc évoquer les points qui ont été abordés lors de ce Conseil. Ainsi, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. Ce projet de loi vise à traduire dans un dispositif légal unique l'ensemble des textes législatifs et réglementaires liés à la politique d'endettement, à la stratégie de gestion de la dette, à la gouvernance et à l'évolution de la politique d'endettement, en vue d'encadrer au mieux l'endettement et de pourvoir efficacement aux besoins de financement des programmes prioritaires de l'État. Ce dispositif unique permettra au gouvernement de limiter les risques liés à l'instabilité des marchés financiers, de soutenir durablement la viabilité de la dette publique et d'optimiser la gestion des finances publiques. Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2022, ainsi que la communication y afférente. Initialement arrêté à 9 901 milliards, le budget de l'année 2022 a été révisé à 10 734,5 milliards par une loi de finances rectificative pour prendre en compte les évolutions consécutives, notamment aux mesures de soutien au secteur impacté par la crise ukrainienne, à la lutte contre la vie chère, au renforcement du dispositif de défense et de sécurité au regard de la persistance de la menace terroriste et à la préparation de la CAN 2023. Après la prise du collectif budgétaire, d'autres aménagements du budget sont apparus nécessaires pour les besoins de la bonne conduite de certaines opérations prioritaires de l'État. L'ensemble de ces aménagements budgétaires s'est équilibré en ressources et en dépenses à 457 milliards de francs CFA, portant ainsi le niveau du budget de l'État à 10 734,5 milliards, portant ainsi le niveau du budget de l'État de 10 734,5 milliards de francs CFA à 11 191,6 milliards de francs CFA, en raison justement de cette hausse de 457 milliards. Établissant le bilan de la gestion budgétaire de l'exercice 2022, le présent projet de loi de règlement arrête le montant définitif des encaissements des recettes à 11 077,9 milliards pour une prévision de 11 191,6 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 99%. Ces réalisations comprennent les ressources de l'État et les recettes des comptes spéciaux du Trésor. Les dépenses du budget programmées à 11 191,6 milliards de francs CFA ont été exécutées à hauteur de 11 158,4 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 99,7%. Ces dépenses comprennent les dépenses de l'État et les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. L'ensemble de ces opérations conduit à un solde négatif par rapport aux ressources propres de 3 103,9 milliards. Ce déficit a été financé par les opérations de trésorerie dont le solde net s'établit à 3 023,3 milliards de francs CFA. Le solde global de l'ensemble des opérations budgétaires et de trésorerie ressort déficitaire de 80,5 milliards de francs CFA. L'exécution budgétaire a reçu le quitus de la Cour des comptes qui a produit une déclaration générale de conformité, un rapport définitif sur l'exécution du budget et un rapport d'audit de la performance des programmes. Je voudrais maintenant aborder avec vous les projets de décret. Il y en a eu 18, comme je vous l'ai annoncé
en ouverture donc de ce compte rendu. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets portant respectivement ratification d'un accord de prêt et de 2 accords de dons pour le financement de la première phase d'extension et d'innovation du programme de santé, nutrition et développement de la petite enfance. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 187 400 000 euros, soit 122 926 341 800 francs, conclu le 18 juillet 2023 en 16 000 de francs CFA, conclu le 18 juillet 2023, toujours entre l'AID et la République de Côte d'Ivoire. Enfin, le 3e décret est relatif à la ratification de l'accord de don d'un montant de 5 millions de dollars US, soit 2 974 708 100 francs, conclu le 18 juillet 2023, toujours entre l'AID, l'Association internationale de développement, et la République de Côte d'Ivoire. Le financement objet de ces 3 accords permettra d'accroître la qualité des services dédiés à la santé, à la nutrition et au développement de la petite enfance. Cette première phase du programme sera essentiellement consacrée au renforcement des capacités de la couverture maladie universelle, la CMU. Elle prendra en compte l'élargissement du réseau, le développement des outils et des systèmes de gestion numérique de la CMU, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de réponse d'urgence aux chocs sanitaires sur la base de la CMU. Dans cette perspective, le projet de loi prévoit également le renforcement de la chaîne logistique des médicaments et intrants nutritionnels, l'amélioration de la qualité de services cliniques, de radiologie, de laboratoire, ainsi que des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène à travers des conventions de partenariat public-privé. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret porte création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de formulation du programme Compact régional du Millennium Challenge Corporation. Le Millennium Challenge Corporation prévoit des investissements dédiés essentiellement au secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire dans le cadre du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. En conséquence, une convention de financement a été signée entre le gouvernement et le MCC, le Millennium Challenge Corporation, en janvier 2023 pour la formulation du projet dénommé Programme Compact régional. Ce programme est chargé notamment d'assurer l'identification et le suivi des activités du programme, de mobiliser les ressources dans le cadre du processus du MCC et de constituer une interface entre le gouvernement et les parties prenantes américaines. Le Conseil a également adopté, toujours au titre de ce même ministère, 2 décrets, comme je l'avais dit, portant attribution d'un permis de recherche dont le 2e décret porte sur un permis de recherche valable pour le colombo-tantalite, le lithium et les terres rares à la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, la SODEMI donc, dans les départements de Béoumi, de Botro et de Sakasso. Le 2e décret adopté dans le cadre donc de ces permis de recherche, mais le 3e donc dans le cadre de celui de ce ministère, porte attribution d'un permis de recherche valable pour l'or à la société Somica Côte d'Ivoire, SARL, dans le département de Bondoukou. Ces 2 permis de recherche sont délivrés pour une durée de validité de 4 ans, conformément aux conditions techniques et environnementales requises.
Au titre de la fonction publique et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'École normale d'administration, en abrégé ENA. Ainsi, conformément aux nouvelles orientations de la loi du 14 août 2020, fixant les règles générales relatives aux EPN et portant création de catégories d'établissements publics et des textes subséquents, l'ENA est chargée, au-delà de sa mission de formation initiale et continue des fonctionnaires et agents de l'État, de développer des activités de recherche et d'ingénierie administrative à la hauteur des exigences de transformation et de modernisation de l'administration publique. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur l'approbation de la convention de concession portant sur la réalisation du projet d'aménagement, de commercialisation et de gestion de la zone Aquaba Business Park, ABP, à Abidjan, zone Aérocité. Le projet Aérocité s'inscrit dans le cadre d'un plan d'aménagement futuriste intégrant tous les services de transport multimodal et diverses activités économiques comprenant des commerces, des établissements hôteliers, des maisons d'art, des logements résidentiels et des bureaux. La convention objet du présent décret confie au groupe Telium, à travers sa filiale Aquaba Business Park, ABP, la réalisation d'une partie du projet. Le second décret, quant à lui, est relatif à l'approbation de la convention de concession pour la concession, le financement, pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation du guichet unique automobile de San Pedro. La convention a été signée pour une durée de 21 ans. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la réglementation de la purge des droits coutumiers sur sol pour intérêt général. Ce décret maintient les montants plafonds fixés initialement pour la purge des droits coutumiers détenus sur les terres mis en valeur ou non, comprises dans les périmètres des plans d'urbanisme ou d'opérations d'aménagement d'intérêt général. Toutefois, il ouvre à l'État et aux collectivités territoriales la possibilité de négocier des coûts en deçà de ceux fixés lorsque la purge est exécutée directement sur leur budget ou dans le cadre de la mise en œuvre de projets d'aménagement ou de projets d'infrastructure impliquant des financements de partenaires au développement exécutés conformément à des programmes d'action et de réinstallation. Une commission administrative unique chargée d'identifier les terres concernées, leurs détenteurs et de proposer la compensation correspondante est créée dans le district autonome d'Abidjan comme en région, en lieu et place d'une commission administrative par projet, comme cela se faisait par le passé. Le deuxième décret adopté porte quant à lui sur la déclaration d'utilité publique des parcelles de terrain du couloir de la ligne électrique interconnectée Côte d'Ivoire-Ghana. Dans le cadre du programme de développement et de renforcement du réseau de transport d'énergie électrique entre le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, 296 km de lignes doubles, 330 kV, dont 177 km en Côte d'Ivoire et 119 km au Ghana sont prévus afin d'améliorer le commerce de l'énergie et de renforcer l'intégration sous-régionale. Concernant notre pays, la réalisation du projet comprend 2 phases, à savoir la construction d'une ligne de 400 kV à Kobe-Zeudji-Benjerville de 50 km
et la construction d'une ligne double de 330 kV Bingerville, Dunkwa au Ghana, donc Bingerville en Côte d'Ivoire, Duncan au Ghana, de 246 km, ainsi que la construction de plusieurs ouvrages associés dans les localités cibles du projet et leurs environs en vue de répondre à la demande en énergie électrique. Les sites impactés par le tracé des lignes électriques et les emprises des ouvrages associés sont reversés au domaine de l'État. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au cadre stratégique de modernisation du commerce intérieur et un décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, en abrégé OCPV. La stratégie de modernisation du commerce intérieur, adoptée par le gouvernement, vise à renforcer les infrastructures de mise à marché, à développer des mécanismes de financement faciles d'accès pour les commerçants et à insérer les jeunes nationaux dans les différents segments du commerce intérieur, de façon à professionnaliser ce secteur, à le rendre plus dynamique pour endiguer la cherté de la vie. Dans cette perspective, le décret relatif à l'OCPV réorganise les organes et le fonctionnement de cette structure afin d'améliorer le circuit de distribution et de commercialisation des produits vivriers et de garantir leur disponibilité en toute saison, notamment dans les centres urbains. Au-delà de l'accompagnement des acteurs, les missions de l'OCPV s'étendent désormais à la coordination et à la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de commercialisation des produits vivriers. La structure est, en outre, chargée d'assurer la régulation et la modernisation des activités de commerce des produits vivriers. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant revalorisation des rentes dues aux victimes des accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le Conseil d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale, IPS-CNPS, a procédé le 22 août 2022 à la revalorisation de 3% des rentes dues aux victimes des accidents du travail ou de maladies professionnelles du secteur privé et assimilées, avec date de prise d'effet fixée au 1er avril 2022. Le présent décret, qui est donc une régularisation, entérine la décision de l'IPS-CNPS. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, ce sont 4 décrets qui ont été adoptés au total. Le premier décret est relatif à la formation par alternance sous statut scolaire dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ce décret institue, aux côtés des modes de formation résidentielle et de formation par apprentissage, le mode de formation par alternance sous statut scolaire et organise ses modalités de déroulement. La formation par alternance associe les établissements de formation et les milieux professionnels afin d'assurer aux apprenants, en plus des connaissances générales, des connaissances professionnelles et technologiques avancées par l'exercice d'une activité au sein d'une entreprise. Elle l'ouvre sur un niveau de qualification professionnelle approfondi dans la spécialité choisie à raison de 40% de temps de formation dans l'établissement de formation et 60% de temps de formation pratique en entreprise. Cette innovation dans le système de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle permettra de développer des compétences adaptées aux besoins du marché du travail, de renforcer l'employabilité des jeunes apprenants et de favoriser leur insertion professionnelle. Le deuxième décret porte sur la création de centres de partenariat pour le développement des compétences dénommés centres PDC.
Le troisième décret porte sur la création de collèges communautaires. Ces deux décrets concourent à la mise en place de dispositifs innovants de formation en vue de répondre efficacement aux besoins du marché du travail et d'améliorer le taux d'insertion des jeunes diplômés. Ils créent, en application de la loi du 13 octobre 2022 d'orientation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, deux catégories d'établissements publics de formation professionnelle et technique de type particulier, à savoir les collèges communautaires et les centres de partenariat pour le développement des compétences. Les centres PDC sont construits et équipés dans le cadre de partenariats avec le secteur productif ou les partenaires au développement tels que le Millennium Challenge Corporation, pour le développement de compétences techniques et professionnelles prêtes à l'emploi. Leur gestion est confiée sur la base de conventions de délégation de services publics à des consortiums d'entreprises du secteur privé. En revanche, les collèges communautaires sont construits sur financement entièrement public par l'État et placés sous sa gestion directe à travers le ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces établissements ont l'avantage d'être particulièrement orientés sur l'environnement socio-économique avec des formations centrées sur les besoins locaux. L'institution de ces différentes catégories d'établissements dans le dispositif de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle permettra de renforcer les partenariats public-privé et public-public dans la gouvernance et la gestion du système de formation, de réduire le chômage des jeunes et de consolider corrélativement la stabilité socio-économique de notre pays. Enfin, le quatrième décret adopté par le Conseil au titre donc de ce ministère est relatif à la validation des acquis de l'expérience en matière de formation professionnelle. Ce décret détermine les conditions et les modalités de délivrance de diplômes et de titres de formation professionnelle et technique par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Ce mécanisme permettra de décerner un diplôme ou un titre professionnel correspondant à une expérience professionnelle précise. Ainsi, les compétences professionnelles acquises au fil des années seront valorisées au même titre que celles acquises suite à un parcours de formation équivalente. En conséquence, les compétences acquises, notamment par la voie de l'apprentissage informel, peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience de façon à accorder une reconnaissance officielle aux travailleurs du secteur informel et à améliorer leur employabilité ainsi que leur estime de soi. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder donc les mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Pavel Bilek en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. C'est donc une extension de compétences. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret portant nomination des membres du Conseil d'administration, du Conseil de régulation, de stabilisation et de développement de la filière café-cacao, en abrégé le Conseil café-cacao. Ainsi sont nommés membres du Conseil du café-cacao, en qualité de représentants de l'État,
M. Koulibaly Siaka Minayaya, représentant le Président de la République. M. Alain Pohan, représentant le Premier ministre. Madame Minafou Fanta Koulibaly Kone, représentant le ministre de l'Économie et des Finances. M. Noun Koulibaly, représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. M. Esso Loès Jacques, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. M. Kaladji Fadiga, représentant le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la Promotion des PME. M. Keita Mokhtar Michel Djepa, représentant le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. En qualité de représentant des producteurs, M. Koulibaly Idriss, M. Boti Bizwa, M. Kouaglou, Mme Kouaglou Victorine. Au titre du ministère des Sports, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Ousmane Bané, inspecteur général de la jeunesse et des sports, en qualité de directeur général de l'Office national des sports ONS. Au titre du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, le Conseil a adopté un décret portant renouvellement partiel des membres du Conseil de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, donc la KIDP. Ainsi sont nommés membres du Conseil de la KIDP M. Issa Bamba, expert en communication, représentant le président de la République. Madame Anne-Marie Konampen, spécialiste des médias, représentant le ministre chargé de la communication. Monsieur Kwadjo David Vincent Kwame, représentant le ministre chargé de l'Intérieur. Monsieur Deli Soumaoro, représentant le ministre chargé de l'Économie et des Finances. Monsieur Dola Zie Traoré, représentant la coordination des présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire. Madame Anne-Marie Konampen, représentant le ministre chargé de la communication, assure la présidence du Conseil. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, l'apprentissage, le Conseil a adopté un décret portant nomination de Madame Karitia Koulibaly, épouse de Medeiros, économiste, en qualité de directeur général de l'Agence nationale de la formation professionnelle, en abrégé AGFOP. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, évoquer avec vous le chapitre des communications. Nous en avons eu une seule. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la réforme des institutions de formation et d'éducation féminine, les IFEF. Créées lors des premières années des indépendances sous l'appellation foyer de la femme, les IFEF sont des structures alternatives d'éducation et de formation dédiées exclusivement aux femmes, notamment les jeunes filles sorties précocement du système éducatif classique. Le Conseil a décidé de restructurer ces structures pour en faire de véritables instruments d'insertion socio-économique des jeunes filles déscolarisées et non scolarisées. Cette réforme est articulée essentiellement autour de l'amélioration de la qualité et de la pertinence de la formation. Il s'agit d'orienter la formation vers la préparation d'un métier sanctionné par la délivrance de certificats reconnus tant par les services de l'État que par le secteur privé, afin d'accroître les possibilités d'insertion économique des apprenants des IFEF. À cet effet, la réforme prévoit l'optimisation des ressources humaines
et du système de gestion et de supervision pédagogique, ainsi que le développement des partenariats stratégiques avec les professionnels des filières de formation, les partenaires au développement, les chambres de métiers et les collectivités décentralisées en vue d'une meilleure insertion des diplômés des IFEF. Le coût global de cette réforme s'élève à 10,05 milliards de francs CFA. C'était là donc le dernier point inscrit à l'ordre du jour. Nous avons eu un point de divers, et ce point de divers a concerné donc une communication de Monsieur le vice-président pour informer le Conseil des ministres de sa mission donc auprès des Nations Unies, mission qui s'est déroulée au cours de ce mois, donc du 19 au 23 septembre. Ces assemblées générales portaient essentiellement sur les questions d'atteinte des objectifs donc de développement. Le vice-président donc a eu l'occasion au cours de cette mission à montrer les efforts que la Côte d'Ivoire a fournis en faveur de l'atteinte donc de ces objectifs de développement. Il s'agit notamment de la consolidation de notre démocratie, de la maturité du peuple ivoirien qui, au cours donc de ces dernières semaines, s'est exprimé de façon libre donc pendant l'organisation de ces élections locales. C'était également l'occasion de montrer tous les efforts qui sont faits dans le but de la modernisation du pays, mais également dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les vulnérabilités sociales, notamment à travers les différents PS-Gouv qui ont été mis en œuvre par le gouvernement. Au cours de cette mission, le vice-président qui conduisait une mission de haut niveau avec des ministres d'État et de nombreux ministres a eu l'occasion, au nom du chef de l'État, de rencontrer plusieurs personnalités, dont notamment, et vous l'avez certainement vu dans les médias, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, le président de la Corée du Sud, le vice-président donc de l'Inde, la vice-secrétaire générale donc des Nations Unies, mais aussi de nombreux opérateurs économiques qui ont exprimé leur intention, en tout cas leur ferme volonté, d'investir en Côte d'Ivoire. Le vice-président a fait remarquer qu'au cours de ces entretiens, tous ses interlocuteurs ont salué les résultats importants obtenus donc par notre pays dans sa gestion. Ils ont salué les avancées de notre pays, mais ils ont surtout salué le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, tant au niveau du pays, au niveau de la sous-région, du continent et même à l'international, en raison donc de ses multiples contacts avec de nombreux chefs d'État et de la pertinence de ses idées quant à la résolution de certaines crises régionales ou même internationales. C'est sur, je dirais, cette communication du vice-président rendant compte de sa mission auprès donc des Nations Unies qu'a pris fin donc le Conseil de ce jour. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions.
Bonjour Monsieur le ministre, je suis Cyprien Kwasi pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, lors du dernier conseil, lorsque j'ai posé la question relativement aux événements malheureux qui sont passés au stade des BIMP, vous avez dit qu'aucune tête ne serait coupée. Aujourd'hui, le conseil a décidé de limoger la directrice générale de l'ONS. Les Ivoiriens veulent savoir si ce débat a un lien avec ce qui s'est passé à Ebimpe. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous avez pris un raccourci. Je ne me souviens pas avoir dit qu'aucune tête ne serait coupée. J'ai dit que je ne vois pas pourquoi on sanctionnerait parce que la pluie est tombée, pourquoi on couperait des têtes parce que la pluie est tombée. Je ne veux pas qu'il y ait de polémique sur ce sujet. J'avais, au cours de ma réponse, indiqué que le gouvernement avait pris très au sérieux cette question et que la primature avait même organisé une réunion d'urgence et que dès l'après-midi, des experts se rendraient sur le terrain et qu'à la suite du rapport de ces experts, toutes les mesures qui devaient être prises le seront, les corrections qui devaient être apportées le seront. Nous avons vu ce rapport. Là où on estimait qu'il y avait malfaçon, le rapport est très clair. Nous n'avons pas de problème avec le système de drainage. Maintenant, le rapport indique clairement qu'il y a eu des problèmes avec l'entretien, de sorte que des algues ont empêché le système de drainage de fonctionner. Donc, en termes de malfaçon, le rapport ne pose pas de problème. Mais il y a eu un problème d'entretien. Les experts ont fait leur rapport. Il appartenait au ministère des Sports, qui a en charge justement ce secteur, de tirer toutes les conséquences de ce rapport. Dès lors que le rapport met en cause des questions d'entretien, que le rapport met en cause la fourniture d'intrants pour l'entretien de la pelouse, ce que aucun de nous ne pouvait deviner le jour où il a plu, nous sommes aujourd'hui en mesure, et je pense que c'est ce que le ministère des Sports a fait, de tirer toutes les conclusions. Donc la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas que nous allions vite en besogne. Quand ce genre de situation arrive, il faut permettre qu'il y ait les enquêtes qu'il faut et que les décisions qui doivent être prises, les décisions qui en découlent, puissent être prises. Mais je veux juste faire un mea culpa, j'ai sous-estimé la passion des Ivoiriens pour le sport. Et cette crise m'a en même temps permis d'imaginer combien de fois ils aiment leur président. Parce que beaucoup disaient, ce stade porte quand même le nom du chef de l'État. C'est peut-être une situation malheureuse, mais qui a permis de mesurer le degré d'adhésion que les Ivoiriens ont, l'affection, l'estime qu'ils ont pour leur chef d'État. C'est le mea culpa que je voudrais faire, mais je veux surtout dire, n'allons jamais vite en besogne quand ce genre de situation arrive. Laissons les experts faire leur travail. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait leur travail. Le ministère des Sports en a tiré toutes les conclusions et toutes les conséquences. Bonjour Monsieur le Ministre, Binta Diane de RFI. Je rebondis sur la question de mon confrère, comme on est sur le sport, et pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qui a été fait depuis cet incident-là. Est-ce que le stade sera prêt pour l'ouverture de la CAN? Et sinon, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont déjà aujourd'hui à l'étude? Merci beaucoup. Je ne peux pas, au stade actuel, vous dire si des alternatives sont à l'étude. Mais ce que je puis vous assurer, c'est que les mesures ont été prises pour que les imperfections, notamment au niveau de la pelouse qui ont été constatées, puissent être corrigées. J'ai pu lire un reportage de Fraternité Matin avec quelques images qui montrent que le stade est déjà en chantier, que la pelouse est en train d'être faite. Et les experts estiment qu'avec la technologie dont ils disposent, le stade sera prêt donc pour la compétition. À ce stade, des informations dont je dispose, c'est ce que je puis vous dire. S'il y avait
d'autres alternatives, je pense que le Conseil en aurait été informé. Ce qui n'a pas encore été le cas. À aucun moment, le ministre des Sports ne nous a dit que le stade ne serait pas prêt pour la compétition. Il faut noter que la plupart de nos stades ont connu des matchs tests. Ils ont quasiment tous réussi ces matchs tests, que ce soit celui de Yamoussoukro, celui de Boaké, celui de San Pedro et tout récemment le stade Félix Houphouët-Boigny. Korogo n'a pas encore fait de match test, mais c'est programmé. Et le match test des BMP a permis de noter les imperfections au niveau de la pelouse, mais également au niveau des voies d'accès. Personne n'y a fait attention. Pourtant, des corrections doivent être apportées à ce niveau-là et toutes les mesures sont prises pour éviter l'engorgement que nous avons connu et qui fait qu'il y avait même plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc voilà à quoi servent les tests. Donc nous devons saluer ces matchs tests. Et dans le cas d'espèce, ce match test a permis de voir les imperfections au niveau de la pelouse. Il se raconte qu'il y aurait beaucoup d'Ivoiriens parmi les migrants à Lampedusa. Nous voulons savoir ce qu'il en est exactement. Merci. Il ne se raconte pas, ce sont les médias qui disent. On avance même des chiffres qui, de notre point de vue, ne reflètent pas la réalité. Ce débat est vieux, il est récurrent. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre pays, déjà, est un pays d'immigration. Nous avons pratiquement le quart de notre population qui est d'origine étrangère. C'est un fait. Mieux, notre pays, depuis un certain temps, est également devenu un pays de transit, où beaucoup de gens passent, font des petits métiers pour financer leur voyage. Donc, nous sommes un pays de transit. Cela ne fait pas d'eux des Ivoiriens. Il y a pratiquement 2 ans, sur 1500 présumés Ivoiriens qu'on nous annonçait, après contrôle, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y en avait que 36. Le pays s'est organisé. Si mes souvenirs sont exacts, c'est en 2018-2019 que nous avons enrichi nos consulats avec des services de police. Nous avons donc, dans les consulats des principaux pays européens concernés par cette question-là, donc des officiers de police spécialistes de l'identification en Italie, en France, en Espagne, et cela permet de savoir quels sont ceux qui sont véritablement ivoiriens. Les chiffres qui sont annoncés le sont uniquement sur la base de déclarations. Nous sommes désolés, une nationalité, elle ne se déclare pas simplement. Il faut des documents qui l'attestent. Personne ne peut nous donner la preuve de ces chiffres qui sont avancés. Nous-mêmes, après avoir confronté la réalité, je vous ai donné les chiffres. Sur 1500, il n'y en avait que 36 qui étaient ivoiriens, soit 0,2% pratiquement. Donc vous pouvez comprendre que nous soyons très dubitatifs quant aux chiffres qui sont annoncés. Il y a un autre phénomène qui est également une réalité, c'est que lorsque ces personnes sont prises, avec les difficultés que nos pays voisins connaissent, il est peut-être plus intéressant d'être rapatrié en Côte d'Ivoire que d'être rapatrié dans son pays d'origine qui est en crise. Vous pouvez donc comprendre que sur cette base, beaucoup puissent se déclarer ivoiriens. Mais le pays s'est organisé, le pays s'est donné les moyens de vérifier déjà en amont, avec donc l'enrichissement de nos consulats par des experts donc, de la police nationale, de vérifier tous ceux qui déclarent être ivoiriens. Ça, c'est d'un. De deux, nous ne nions pas que
il y a de l'immigration, puisque je dis que nous sommes une zone de transit. Nous ne nions pas qu'il y a également des réseaux de passeurs, mais le gouvernement est en train de lutter contre ces réseaux de passeurs. Nous nous sommes donné les moyens pour pouvoir démanteler ces réseaux de passeurs. Alors, je peux comprendre qu'une certaine opinion qui a tendance à vouloir critiquer toutes les actions du gouvernement et serait heureuse de l'avoir échoué et puisse en faire ses choux gras et vouloir grossir des faits qui ne sont pas conformes à la vérité, en disant notamment que, voilà, on dit qu'il y a le développement et pourtant ce sont les Ivoiriens qui fuient. Non, ce n'est pas vrai. Les chiffres dont nous disposons ne corroborent pas cela. Ce sont des gens qui déclarent être Ivoiriens, c'est des gens qui prétendent être Ivoiriens, mais qui n'ont pas encore apporté la preuve de leur nationalité ivoirienne. Donc moi, j'inviterais les médias à être plus prudents. Je n'ai pas l'habitude de critiquer le travail des médias, mais nous savons tous que le journalisme repose sur des faits et il serait intéressant de mener des investigations pour voir quelle est la part de vérité dans ces déclarations-là. Nous l'avons fait et les chiffres dont nous disposons, c'est que sur 1500, il n'y avait que 36 qui réellement étaient ivoiriens, sur 1500 qui avaient déclaré l'être. Bonjour Monsieur le Ministre, Pierre Donadieu de l'agence France Presse. 2 questions d'actualité. La première, quelle est la situation des 2 gendarmes ivoiriens qui ont été arrêtés au Burkina et transférés à Ouagadougou il y a une dizaine de jours? Et pouvez-vous confirmer, la deuxième question, la future mise en place de visas pour les Ivoiriens qui souhaitent se rendre en Tunisie? Et si oui, quelle est la raison qui a poussé à prendre cette décision? Merci beaucoup. La deuxième question est liée aux questions d'immigration. Vous savez que la Tunisie est également donc un pays de transit, je dirais, puisque beaucoup de migrants passent par la Tunisie. Et vu que on prétend que de nombreux Ivoiriens sont parmi les candidats donc à l'immigration, en instaurant donc le visa, nous réglons d'une certaine façon ce problème. Les procédures diplomatiques sont en cours. Le ministère d'État a écrit, comme cela se fait d'habitude donc au gouvernement tunisien, dont nous attendons la réponse. C'est vrai que cela remet en cause d'une certaine façon les vieilles relations que nous avions avec la Tunisie et qui avaient milité justement à la suppression de ces visas. Mais vous savez, le monde évolue et on prend des décisions pour régler parfois certaines situations. Je reste convaincu que c'est une situation conjoncturelle et que très bientôt, une fois que toutes ces questions d'immigration clandestines auront été réglées donc en amont, nous retrouverons nos relations anciennes avec la Tunisie. Effectivement, nous avons écrit, nous avons saisi le gouvernement tunisien pour établir donc les visas donc, entre nos 2 pays. Vous savez que cela se fait selon la réciprocité et donc nous ne pouvons pas le faire de façon unilatérale sans en informer donc le gouvernement tunisien. Pour la deuxième question, c'est des situations qui ne sont pas nouvelles. Il est arrivé déjà que nous prenions sur le territoire ivoirien donc, des éléments de force de l'ordre de nos voisins, tout comme il arrive que certains de nos éléments se retrouvent donc dans certains de nos pays voisins. Cela pose de façon plus globale la question du tracé de nos frontières. C'est pour cela qu'il y a d'ailleurs une commission qui a été mise en place au niveau communautaire pour régler ces problèmes donc, de matérialisation de nos frontières. Pour ce qui est de nos gendarmes, les discussions sont en cours avec les autorités donc, burkinabées, comme cela se fait habituellement. Et puis, en général, les remises se font sans problème. Donc, nous sommes optimistes dès lors que le dialogue n'est pas rompu.
Bonjour Monsieur le ministre, Fulbert Yao de Anadolu Agence. Il y avait 2 questions, mais une question a été dévancée. Toutefois, j'aimerais quand même revenir dessus. Comment se portent ces militaires détenus à Ouaga? La deuxième question, c'est concernant l'option militaire au Niger. Il y a des pays qui se solidarisent carrément de cette option, qui disent qu'ils ne peuvent pas attaquer leurs voisins, ainsi de suite. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en tant que membre de la CEDEAO, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? J'aimerais quand même avoir l'avis du ministre. Alors, si vous me demandez ce que j'en pense, je ne vous dirai rien. Parce que je ne suis pas là pour porter mon opinion personnelle. La Côte d'Ivoire est membre de la CEDEAO. Cette option a été envisagée par la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est respectueuse de ses engagements communautaires. Si la CEDEAO confirme cette option, inévitablement, la Côte d'Ivoire va se soumettre. Si la CEDEAO décide d'une autre option, eh bien, la Côte d'Ivoire, solidairement, suivra cette autre option. Pour le moment, ce que nous savons, c'est que la CEDEAO a annoncé donc, que l'option militaire n'était pas exclue et n'est pas encore revenue sur cette position. Quand vous regardez la gouvernance donc, de notre pays, rarement, de façon individuelle, nous prenons des décisions quand il s'agit de questions sous-régionales. Tout est débattu au sein donc, de notre organe communautaire. Et donc, si l'organe communautaire choisissait une autre voie, ben, vous en serez informés. Les débats se font dans le cadre de la CEDEAO. Maintenant, pour la question donc, de nos militaires, ils vont bien, nous n'avons reçu aucune alerte les concernant. Je vous ai dit que le dialogue n'est pas rompu. Donc, voilà ce que je peux vous répondre et en profiter pour assurer leurs familles. Monsieur le ministre, Igot Koulibaly pour le quotidien Le Jour. Possibilité de visa entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'immigration clandestine, vous avez dit, est-ce seulement la Tunisie ou les autres pays du Maghreb? Puis, seconde préoccupation, les frais d'inscription au secondaire pour les élèves affectés par l'État varient d'un établissement à un autre. Les coûts oscillent entre 40 et 100 000 francs CFA. Des fondateurs d'écoles arguent que l'État ne paye pas leur argent sur le champ pour pouvoir donc soutenir la charge et fixe ses coûts exorbitants. Pourtant, c'est 120 000 francs CFA que l'État donne par élève chaque année aux fondateurs. Et on critique depuis, ça ne change pas. Est-ce une complicité ou une incapacité? Ben, sur la question du visa, c'est juste pour la Tunisie que je suis informé. Je n'ai pas appris qu'il y avait donc une question de rétablissement de visa avec un autre pays du Maghreb. Mais je note qu'avec certains autres, il y avait déjà des visas. Donc, mais là, je parle des pays qui sont concernés essentiellement par l'immigration. Pour ce qui est des coûts donc, des inscriptions, l'État apporte une subvention pour les élèves qu'il inscrit et l'État fixe les plafonds. Moi, j'invite en tout cas les parents d'élèves à saisir le ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, il faut savoir qu'en fonction de la classe de l'établissement où vous allez, les coûts sont différents. Et la subvention de l'État peut, dans certains cas, couvrir toute la scolarité, dans d'autres cas, ne pas la couvrir. Donc, l'effort supplémentaire viendrait donc des parents. Donc, pour ce qui est de la différenciation des prix, déjà, je peux vous dire que d'un établissement privé à un autre, les coûts ne sont pas les mêmes. Il va sans dire que quand l'État décide d'apporter une subvention, la subvention est certes la même pour tous les enfants, mais dès lors que d'un établissement à un autre, la scolarité n'est pas la même, vous comprenez que dans certains cas, les efforts puissent être plus importants que dans d'autres. Mais en tout état de cause, il me paraît important de saisir le ministère de l'Éducation en cas d'abus, parce que ça ne peut pas être une augmentation du simple au double, par exemple. Là, il y aurait visiblement un abus. Maintenant, pour ce qui est de complicité, moi, je n'entre pas dans les commentaires donc de ce genre, tant que je n'ai pas d'éléments de preuve. Bonjour Monsieur le ministre, Jules Legenda pour artici.info. Monsieur le ministre, ma préoccupation va porter sur l'exploitation minière, notamment l'or.
dans la forêt classée de Kobo, dans la localité de Frona, sous préfecture de Katula, une entreprise légalement constituée y a élu domicile et se livre de façon artisanale l'exploitation de l'or, sans que les mesures de sécurité environnementale soient respectées. Je voulais savoir, Monsieur le ministre, dans ce cas, si le gouvernement est informé, ou bien comment son autorisation lui a été délivrée. Surtout que la Côte d'Ivoire s'est engagée lors de la COP 21 à réduire ses gaz à effet de serre de près de 28,25% à l'horizon 2030. Et aussi, puisque la Côte d'Ivoire perd sa forêt, aujourd'hui nous sommes à près de 90% de forêt perdue. Comment le gouvernement réagit à ces genres d'activités? Merci, Monsieur le ministre. Il y a tellement de choses dans votre question, entre le gaz à effet de serre, la déforestation. Déjà, il faut savoir une chose, si cette société est légalement constituée, c'est qu'elle a obtenu de façon officielle son autorisation, vous le dites vous-même. Maintenant, je ne suis pas un expert du ministère des mines, du pétrole et de l'énergie pour aller savoir comment est-ce qu'elle a obtenu. Ce que je sais, vous fournissez des documents et puis vous êtes évalué. Et puis si vous méritez, vous avez votre permis. Mais je le dis et je le répète, moi je déplore toujours que ce soit ici, en Conseil, que certaines situations nous sont présentées alors que l'État a des mécanismes. S'il s'agit de pollution, vous avez le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement qui a sous lui le SIAPOL, qui peut aller intervenir. Vous parlez de gaz à effet de serre, mais c'est plus grave. Les exploitations traditionnelles, non officielles, utilisent des produits qui sont dangereux pour la population. C'est le cyanure, par exemple. Vous avez le temps de mourir 10 000 fois avant que la couche d'ozone ne soit percée. C'est le mercure, les métaux lourds. Donc voilà des menaces pour l'environnement qui sont directes. Quand il y a ce genre de situation, des mécanismes existent. J'appelle chaque fois au contrôle citoyen. C'est vrai, l'État a une responsabilité. L'État fait beaucoup. L'État peut beaucoup, mais que peut l'État sans les citoyens? Que peut l'État sans les citoyens? J'en appelle chaque fois à notre responsabilité citoyenne. Vous avez des élus locaux, vous avez des responsables locaux. Vous, journalistes d'investigation certainement, vous nous posez le problème ici aujourd'hui. Vous mettez même en doute donc les conditions dans lesquelles cette société a obtenu son permis. Mais les responsables locaux, c'est à vous ou au cadre de Frona de dénoncer cette activité qui met en danger la vie de leur population. Nous avons tous le devoir, en tant que citoyens, d'exercer notre contrôle citoyen et de saisir les structures de l'État qui sont commises à cet effet-là. Donc, je note cela. Je suis certain que les experts du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie nous écoutent aussi. En tout état de cause, je parlerai avec le ministère, je parlerai également avec le ministre de l'Environnement, mais je peux vous dire que nous avons, en tant que citoyens ivoiriens qui aimons notre pays, un devoir citoyen à exercer. Je vous remercie pour votre interpellation sur ce dossier qui touche la localité de Frona. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Vénan Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Moi je souhaiterais revenir sur le cas des gendarmes arrêtés à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. On se souvient, il y a quelques mois en arrière plutôt, il y avait eu un bras de fer entre les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes. Est-ce que nous allons assister à nouveau à une telle procédure en vue de la libération de nos soldats qui sont actuellement détenus au Burkina, sachant que là-bas aussi c'est une junte qui est au pouvoir? Vous l'avez dit,
les discussions sont en cours, mais est-ce que cela va se faire dans un délai assez bref ou bien il y aura forcément un bras de fer, comme ce fut le cas avec le Mali? Merci. Je n'ai pas de pouvoir de divination, je suis désolé. Je ne peux pas vous dire. Non, pour le moment, en vertu des informations dont nous disposons, les choses se passent bien. Vous savez, quand on a pris de la même façon, il n'y a pas très longtemps, c'était un militaire guinéen, il y a eu aussi des discussions. Et puis au bout, on l'a ramené. Nous avons connu le cas avec des Maliens également, dans le cas des franchissements donc des frontières. Donc ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Et je ne voudrais pas que l'on lie cela à l'histoire donc des 49 soldats donc, qui ont été retenus au Mali. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc je ne crois pas qu'il y aura des difficultés supplémentaires. Pour le moment, ce que nous savons, c'est que les discussions ne sont pas rompues, elles se passent bien et que nos soldats vont bien. Donc nous nous en tenons à cela pour le moment et vous serez informés au fur et à mesure de l'évolution de ce sujet-là. Monsieur Drou, vous empressez de dire que c'était la dernière question. J'aimerais bien qu'on laisse les journalistes me dire que c'était bien la dernière question ou bien vous avez sondé. Donc vous confirmez bien que c'était la dernière question. D'accord. Ben, je vous remercie pour votre participation à ce compte-rendu du Conseil. Je vous souhaite un bon appétit.